Nous sommes là aujourd'hui sur votre scène YouTube École Virtuelle 360 pour vous présenter la leçon portant sur les relations internationales Est-Ouest. Qu'appelle-t-on les relations internationales Est-Ouest? Les relations internationales Est-Ouest désignent l'ensemble des événements et pays ayant marqué la cohabitation entre le bloc capitaliste et le bloc communiste de 1947 à 1991. Quelle est la partie la plus assimilée des relations internationales Est-Ouest? La partie la plus assimilée des relations internationales Est-Ouest est la guerre froide. C'est la partie la plus assimilée des relations internationales Est-Ouest, la guerre froide. C'est quoi la guerre froide? La guerre froide est perçue comme un face-à-face. Un face-à-face. Un face-à-face au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Deuxième Guerre. Entre deux dispositifs économiques, politiques et militaires. Et entre deux systèmes différents. Quels sont les deux systèmes différents? À l'Est, nous avons le socialisme collectiviste, plus la démocratie populaire. Au moment où, à l'Ouest, nous avons le capitalisme libéral. Le capitalisme libéral est accompagné de la démocratie qui est parlementaire. Je récapitule, les relations internationales Est-Ouest désigne l'ensemble des événements et faits ayant marqué la cohabitation entre le bloc capitaliste et le bloc socialiste de 1947 à 1991. La partie la plus assimilée des relations internationales Est-Ouest est la guerre froide. La guerre froide est un face-à-face au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale entre deux dispositifs sur le plan politique, économique et militaire et entre deux systèmes différents, à savoir à l'Est le socialisme collectiviste accompagné de la démocratie populaire qui s'ensuit à l'Ouest le capitalisme libéral avec la démocratie parlementaire. Qu'est-ce qui nous attend sur la leçon? Donc, ce qui nous attend sur la leçon portant sur les relations internationales Est-Ouest, nous allons voir en tant la guerre froide. Sur la guerre froide, nous allons voir la définition du mot, les origines qui ont donné naissance à la bipolarisation, la formation et la consolidation des blocs et les manifestations de la guerre froide, à savoir le blocus de Berlin et la guerre froide. Ensuite, sur cette partie de la guerre froide, les auteurs les plus illustrés sont Harry Truman. À côté de Harry Truman, président des États-Unis, successeur de Franklin Delano Roosevelt, il y a ce qu'on appelle Staline, qui est le chef du gouvernement du Parti communiste soviétique et président de l'URSS. Mais n'oublions pas que sur cette partie, vous pouvez tomber sur un texte de George Catlin Marshall, qui est le secrétaire d'État américain, ou de l'idéologue du Parti communiste, connu sous le nom de André Gidamov. Je vais revenir sur cette partie. Ensuite, en grandeur, on peut avoir un désel progressif. Un désel progressif dans les relations Est-Ouest. Dans ce désel progressif, il comprend l'épisode de la coexistence pacifique et la détente. Si la période de la guerre froide, allant de 1947 à l'année 1953, nous avons la coexistence pacifique, c'est de 1953 à l'année 1953.
1962, avant de parler de la détente de 1962 à l'année 1975. Je vais commencer par la coexistence pacifique. 53-62. Quels sont les auteurs les plus illustrés? En 1953, Staline meurt et il est remplacé par Nikita Khrouchtchev. Il y a un changement politique aux États-Unis. Ali Truman sera remplacé par Dwight Eisenhower. C'est Eisenhower et Nikita Khrouchtchev qui vont entreprendre la coexistence pacifique lors du 20e congrès du Parti communiste soviétique de 1956. Mais Eisenhower, à partir de 1961, sera remplacé par John Fitzgerald. John Fitzgerald Kennedy. Donc, vous voyez, Roosevelt, 32e président des États-Unis, jusqu'en 1945. À sa mort, le 12 avril, il sera remplacé par Ali Truman. Ali Truman est président des États-Unis de 1947 à l'année 1953. N'est-ce pas? Staline aussi, à sa mort en 1953, sera remplacé par Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev, président de l'URSS de 1953 à l'année 1964. Mais n'oublions pas qu'Eisenhower, successeur de Truman, c'est de 1953 à l'année 1961 et le successeur de Eisenhower s'appelle John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis de 1961 à 1963. Voilà les trois auteurs qui vont marquer la coexistence pacifique. Maintenant, une période de cohabitation dans la paix des deux. Et cette coexistence pacifique, il y a les causes, il y a les manifestations et les limites. Parmi les limites, il y a la crise la plus importante de l'histoire diplomatique de l'après-guerre, connue sous le nom de la crise des fusées de Cuba. Au lendemain de la crise des fusées de Cuba, nous avons à partir de 1962-1975 la collaboration des deux grands au lendemain de la crise des fusées de Cuba, appelée communément la détente. Quels sont les auteurs les plus illustrés? Donc, suivez bien. Dans cette même perspective, Kennedy meurt en 1963. Dans votre leçon, le professeur peut ne pas citer ce nom, mais il sera remplacé par Johnson. Johnson est le président des États-Unis de 1963 à 1969. N'est-ce pas? Ensuite, n'oublions pas qu'en URSS, en 1964, Khrouchtchev est remplacé par Leonid Brezhnev. Brezhnev est président de l'URSS de 1964 à 1900, comme on le dit, 82. Mais n'oublions pas qu'on a bel et bien affirmé que la détente c'est de 62 à 1975. Après Johnson, en 1969, nous avons l'arrivée au pouvoir de Richard Nixon. N'est-ce pas? Nixon est président de 1969 à 1974. Comme les auteurs les plus illustrés sur la détente, Johnson, Brezhnev, Nixon. Et à la suite de la détente, on peut tomber sur notre grand droit qui nous parle de la fin des relations internationales Est-Ouest, qui peut être divisée en deux grandes parties, la guerre fraîche, qui est la reprise des tensions au lendemain de la détente, et cette guerre fraîche commence de 1975 à 1985. Là-bas, on peut avoir, c'est-à-dire, suivez bien, on peut avoir comme président des États-Unis de 1974 à 1977 un président qui s'appelle Ford. Après Ford, n'oublions pas que aussi nous avons, c'est-à-dire j'ai dit, de 1974 à 1977, on a un président des États-Unis qui s'appelle Jimmy Carter. N'est-ce pas? Non, qui s'appelle Ford, effectivement, tant plus pour moi. C'est Ford qui est président des États-Unis de 1974 à 1977. Maintenant, de 1977 à 1981, le président des États-Unis s'appelle Jimmy Carter. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, nous sommes dans le contexte de ce qu'on appelle la guerre fraîche. Mais dans cette même perspective, on avait dit que Brezhnev est le président de l'URSS de 1964 à 1982. Quand dans la guerre fraîche, le leader soviétique s'appelle aussi, jusqu'à présent, Leonid Brezhnev.
N'oublions pas qu'à partir de 1981, celui qui succède à Jimmy Carter, il s'appelle Ronald Reagan. Ronald Reagan est le président des États-Unis de 1981 à l'année 1989. Quand dans la guerre, les auteurs qu'on peut avoir, Ford, Carter, Brezhnev, Ronald Reagan. Et la fin de la bipolarisation à partir de 1985 avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir. Et n'oublions pas que Ronald Reagan est président jusqu'à la fin de la suite du mur de Berlin. Mais nota bene, entre Brezhnev et Gorbatchev, l'URSS a deux autres présidents. On peut avoir Andropov et Tchernenko. Qu'est-ce que je peux expliquer par là? Que même les auteurs peuvent devenir des contextes. Chaque période a ses propres auteurs. Si le texte compte parler de l'année 1947-53, les auteurs qu'on peut avoir sont Truman, Staline, Marshall et Zhuganov. S'il dépasse la période de la guerre froide pour entrer dans le contexte de la coexistence pacifique, les auteurs qu'on peut avoir sont Nikita Khrouchtchev, Eisenhower et John Fitzgerald Kennedy. S'il dépasse la période de la détente, les auteurs qu'on peut avoir sont Johnson, Brezhnev et Nixon. Si c'est dans le cadre de la guerre fraîche, les auteurs qu'on peut avoir sont Ford, Jimmy Carter, Brezhnev et Ronald Reagan. Quand Reagan accompagné de Brezhnev nous donne la guerre fraîche. Mais lorsque Reagan est accompagné par Gorbatchev, on parle de ce qu'on appelle la fin des affrontements avec la partie de 1985 pour aller sur l'année 1991. C'est un travail scientifique qu'on a mené pour vous montrer que si on vous demande à partir de la question numéro 1 de présenter deux auteurs soviétiques et américains et vous tombez sur Khrouchtchev, Eisenhower, Khrouchtchev, Kennedy. Ce texte s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la coexistence pacifique, qui est une période de cohabitation dans la paix de deux camps, que les auteurs peuvent orienter les élèves. Bref, à la suite de ce travail, on peut commencer avec notre grand homme qui nous parle de la guerre froide. Aujourd'hui, je compte aborder tout simplement la période de la guerre froide, c'est-à-dire la période allant de 1947 à l'année 1953, avant de corriger un exercice qui s'appelle les blocs pour continuer la prochaine fois avec le désert progressif, là qui nous mène la coexistence pacifique et la détente. Qu'appelle-t-on la guerre froide? La question que je vais poser, comment une guerre peut-elle être froide? Quand la guerre froide est un oxymore, deux mots de sens contraire dans une même phrase. La guerre froide est une période de tension et de confrontation idéologique et politique qui oppose les États-Unis, l'URSS avec leurs alliés respectifs sans que celle-ci ne se passe au stade d'une guerre ouverte. Comme on peut dire que la guerre froide est une guerre idéologique, c'est une guerre indirecte, là où les deux camps ne vont pas s'affronter directement, mais ils vont s'affronter par le biais de leur état interposé. Quelles sont les origines de la bipolarisation? Vous tous, vous savez pertinemment que le socialisme soviétique est historiquement antagoniste avec le capitalisme américain. Leçon numéro 2 de la classe de 3e, le développement du capitalisme. Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production basée sur la libre-échange, la recherche du profit et la concurrence. Alors que le socialisme est une doctrine visant la suppression des inégalités sociales créées par le système capitaliste, leçon numéro 3 en classe de 3e. Quand le socialisme est créé pour éliminer le capitalisme. Capitalisme rime avec propriété privée, socialisme rime avec propriété collective. Donc ces deux, comme on le dit, systèmes sont historiquement antagonistes. Lors de la conférence de Yalta, on avait dit l'organisation des élections libres et transparentes. Les puissances européennes ont le droit de choisir leur propre gouvernement à la suite des élections libres et transparentes. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Staline tente de communiser les pays de l'Europe de l'Est. Donc cela entre dans le cadre de la violation des accords de Yalta. En mai 1945, les États-Unis suspendent le prêt-bail. C'est quoi le prêt-bail? C'est l'aide dont bénéficie l'URSS aux côtés des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais n'oublions pas qu'à la conférence de Potsdam, Staline veut montrer à tout le monde que les Américains sont prêts à asphyxier son pays. Tandis que le 5 mars 1946, un discours est prononcé à Fulton par Winston Churchill, qui est le premier ministre de la Grande-Bretagne. Dans son discours, Churchill parlait du rideau de fer. Ce rideau de fer montre la division de l'Europe. Donc, son discours sert à freiner l'avancée du communisme. Et le discours de Churchill du 5 mars 1946 a tombé sur l'oreille d'un sourd.
Qui est ce sou? C'est le successeur de Franklin Delano Roosevelt, connu sous le nom de Harry Truman. Harry Truman, le 12 mars 1947, a élaboré une politique de rupture et cette politique de rupture est appelée la doctrine Truman. La doctrine Truman sert à proposer une aide aux pays menacés par le communisme. Pour matérialiser les propos de Truman, que son secrétaire d'État, connu sous le nom de George Catholic Marshall, a fait un discours le 5 juin 1947 dans lequel il propose un plan d'aide appelé le plan Marshall. Le plan Marshall est une aide économique et financière destinée pour la reconstruction de l'Europe. Valeur estimée à 12,5 voire 13 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons. L'aide de Marshall est acceptée par les pays de l'Europe occidentale, rejetée par les RSS. Dans ce cas de figure, la rupture est consommée. Donc de Churchill, en passant de Truman jusqu'à Marshall, ils sont tous pour le bloc occidental. Occidental rime avec l'Ouest. Dans la leçon, l'Ouest rime avec les États-Unis, Est rime avec Orient, qui est l'URSS. Donc on avait bel et bien défini la guerre froide comme une période de tension et de confrontation idéologique. Si Churchill, Truman et Marshall représentent pour les États-Unis, n'oublions pas que le 22 septembre 1947, l'idéologue du Parti communiste, connu sous le nom d'André Zhdanov, voulait accélérer la constitution du socialisme dans tous les pays libérés par l'armée rouge et tente de répondre au plan Marshall et la doctrine Truman en affirmant que le monde est divisé en deux cas opposés, celui de la paix et de la démocratie pour l'URSS, celui de la guerre et de l'impérialisme pour les États-Unis. C'est dans ce contexte que le Commun a été créé. Donc, à partir de maintenant, on peut parler de la formation des deux groupes. Est, à l'initiative de l'URSS, sauf la Yougoslavie. Ouest, qui s'articule autour des États-Unis. Sur le plan politique, n'oublions pas qu'en 1947, il y a la création du Comminform, le bureau d'information des communistes dans toutes les parties du monde. Dans cette perspective, des alliances politiques sont créées autour de la doctrine Truman. Sur le plan économique, l'URSS avait le CAEM ou Comecon, Conseil d'assistance économique et mutuelle, pour maintenant planifier l'économie de l'URSS aux côtés de cette organisation. Mais n'oublions pas que le bloc de l'Ouest, les 16 pays bénéficiaires du plan Marshall doivent être en commun dans le cadre de l'OECE, Organisation européenne de coopération économique. En 1949, l'OTAN est créée par le bloc de l'Ouest. L'OTAN est dotée maintenant d'un comité militaire sous commandement américain. Mais l'OTAN aussi est beaucoup plus large parce que l'OTAN a ses compartiments dans les différentes parties du monde. Amérique latine, on parle du pacte de Rio. Nouvelle-Zélande, Australie, ANJUS, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, United States. Maintenant, si vous vous rendez au niveau de l'Asie, du Sud-Est, on parle de OTAS, Organisation du traité de l'Atlantique des pays de l'Asie du Sud-Est. Au Moyen-Orient, on parle du pacte de Bagdad, alors qu'en 1955, l'URSS se dote de ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. À la suite de la formation des deux blocs, nous allons voir les manifestations, les manifestations de la guerre froide. La guerre froide se manifeste à travers deux crises majeures. Quelles sont les deux crises majeures de la guerre froide? Nous avons la première crise de Berlin, qui rime avec le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin, c'est l'année 1948, l'année 1949. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Lors de la conférence de Yalta, continuée à Potsdam, il y a la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. USSR, Grande-Bretagne, URSS, c'est Winston Churchill qui avait dit d'inviter la France pour qu'elle puisse occuper la 4e partie. Si l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, Berlin aussi sera divisé comme suit. Qu'est-ce qui est à l'origine du blocus de Berlin? Américains, Britanniques, Français regroupent leur territoire autour d'une réforme monétaire appelée le Trésor. Ces 3 pays aussi ont créé une assemblée dénonçant l'esprit de Yalta. Quelle est la réaction de l'URSS? Staline est mécontent et décide de mettre un blocus quand le 24 juin 1948 pour asphyxier les populations de Berlin-Ouest qui sont dépendantes des États-Unis. La réaction américaine est vigoureuse car elle consiste à effectuer un pont
aérien permettant de ravitailler les populations de Berlin-Ouest pendant 1 an. Donc les soviétiques sont contraints de lever ce blocus le 12 mai 1949. L'épreuve de force est remportée par les États-Unis, moyennant la division de l'Allemagne en deux. Le Trizone est érigé en RFA et maintenant l'URSS a créé en Est la RDA. Comme fait, nous avons la création du Trizone, la mise en place d'une assemblée dénonçant l'esprit de Yalta. Cela est à l'origine du mécontentement de Staline qui décide de mettre un blocus pour asphyxier les populations de Berlin-Ouest pendant 1 an. La réaction des États-Unis est tellement rigoureuse qui consiste à effectuer un pont aérien permettant de ravitailler les populations de Berlin-Ouest pendant 1 an. L'épreuve de force est remportée par les États-Unis. Les Soviétiques sont contraints de lever le blocus le 12 mai 1949. Donc, l'Allemagne est divisée en deux, la RFA pour l'Ouest, la RDA pour l'Est, et qui divise l'Allemagne, divise l'Europe. Parce que si vous avez l'Allemagne, il y a ici à l'Ouest la France, Luxembourg, on aura Belgique, on aura Pays-Bas, au nord on aura Danemark, Royaume-Uni tout à fait en haut, et la Irlande. Après et la France, nous avons Espagne et Portugal. En bas, nous avons Suisse, Italie, et ce qu'on appelle l'Autriche. Vous voyez, donc à l'est nous avons la Pologne, à la suite de la Pologne nous avons la République tchèque, après la République tchèque nous avons la Hongrie. Si quelqu'un est capable de diviser l'Allemagne, il est capable aussi de diviser l'Europe. À la suite de cela, nous allons voir la deuxième crise de la guerre froide, appelée communément la guerre de Corée, entre Corée du Nord et Corée du Sud. Ces deux Corées sont séparées par le 38e parallèle. Qu'est-ce qu'on constate? Le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud pour la réunification. Nota bene, Corée du Nord, communiste, capitale Pyongyang, dirigée par Syngman Rhee. Corée du Sud, nationaliste, soutenue par les États-Unis, capitale Séoul. Lorsque le Nord envahit le Sud, maintenant, avec la pression des États-Unis, l'ONU envoie des casques bleus sous la direction du général MacArthur pour repousser les Nord-Coréens. En ce moment, où était l'URSS? Parce que si les États-Unis ont fait la pression sur l'ONU pour envoyer des casques bleus, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays qui disposent de droit de veto sont les États-Unis, actuellement, la Russie, qu'on parlait auparavant de l'URSS, la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a aussi la Chine. Donc ce que vous devrez comprendre, en 1950, n'oublions pas que ça arrive avec l'époque où il y a le triomphe du communisme. Parce qu'en 1949, les communistes de Mao remportent une éclatante victoire permettant à ces derniers de proclamer la République populaire de Chine à Pékin le 1er octobre 1949. La Chine de Mao est tellement populaire, mais c'est la Chine de Chiang Kai-shek vaincue et qui devient l'île de Formose qui était au sein de l'ONU. C'est pourquoi lorsque les États-Unis avaient mis la pression sur l'ONU, l'URSS avait boycotté cette organisation. Que vous comprenez bel et bien, la Chine de Chiang Kai-shek, la France et la Grande-Bretagne, de même que les États-Unis, partagent le même camp. C'est pourquoi, avec la pression des États-Unis, l'ONU envoie des casques bleus sous la direction du général MacArthur pour repousser les Nord-Coréens. Au moment de se limiter à la 38e parallèle, MacArthur continue de les poursuivre tout en oubliant que la Corée du Nord est limitée au nord par la Chine de Mao Zedong. C'est la Chine de Mao qui va solder 500 000 volontaires à la population nord-coréenne et la menace américaine d'user de la bombe atomique qui s'achève 3 ans plus tard lors de l'armistice de Panmunjom du 27 juillet 1953. Comme cette période de guerre froide peut être appelée comme période de ni paix ni guerre, mais a failli amener une troisième guerre mondiale. Il y a un journaliste français du nom de Aaron Raymond qui a défini la guerre froide comme une période de paix impossible et de guerre improbable. Mais nota bene, en 1953, la mort de Staline va ouvrir une nouvelle ère. C'est l'ère de désert progressif marquée par la coexistence pacifique. Donc la prochaine fois, nous allons nous retrouver après avoir corrigé un exercice sur les blocs sur la deuxième partie de la leçon. On se donne.